Focus Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une athlète qui incarne la discipline, la rigueur et la force dans tous les sens du terme. Championne de France, d'Europe et du monde en force athlétique, elle évolue dans un sport encore méconnu du grand public mais qui demande une exigence mentale et physique hors norme. Elle commence la musculation à seulement 13 ans, adopte très tôt une hygiène de vie stricte et construit année après année un parcours impressionnant. Dans cet épisode, on va parler de powerlifting, de performance, de gestion du poids, de blessures, de pression en compétition, mais aussi de sujets beaucoup plus tabous comme les réalités du corps féminin dans un sport de force. Bref, un échange comme d'habitude, sans filtre, avec une athlète qui ne fait pas semblant. Je te laisse avec Andorina Bouchou. Ok, Andorina, bonjour et bienvenue donc sur le podcast. Bonjour. On va commencer donc par le commencement. Hein. Tu démarres la muscu à 13 ans. C'est quand même hyper jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans cet univers? En fait, à la base, c'était juste pour perdre du poids. Donc, c'était vraiment juste dans cet objectif-là. Et en vrai, je me suis vraiment prise au jeu. Et du coup, en fait, après, je suis vite partie dans un délire de vouloir absolument être dessinée. Dans la théorie, quand j'ai commencé, après, je sais pas, peut-être au bout de 2-3 ans, je voulais déjà faire une compétition de body, quoi. Bon, je me suis pas orientée là-dedans, mais à la base, c'était juste Ok. pour une perte de poids. Fort surpoids quand t'étais jeune? Ouais, quand même assez. Bah, bon, après, quand je regarde des photos de maintenant, je me dis, en fait, pas forcément tant. Mais moi, en tout cas, je me sentais vraiment en surpoids. Enfin, je faisais 70 kilos pour 1m20, quoi. Sans faire de sport. Ouais. Ouais, après 13 ans, ouais, c'est vrai que c'est assez jeune. Généralement, le sport, il vient, on va dire, par la suite. À l'école, t'en avais quand même un petit peu, mais c'était pas ce qui te branchait C'est le ça. plus. Puis en fait, j'aimais pas du tout. Enfin, franchement, j'étais pas sportive pour un sou. Et bon, ça a bien changé, mais ouais, non, c'était horrible. Ouais, Moi, j'allais pour dire, moi. ça a bien changé. Ah ouais, non, c'était vraiment les cours de PS où il fallait courir, mais ma hantise. Et du coup, donc, tu démarres aussi tout de suite une discipline alimentaire assez stricte. C'est ce que j'ai pu retrouver sur tes réseaux. Ça tournait un peu autour de quoi, cette alimentation stricte? Alors, en vrai, bon, maintenant, avec du recul, c'était... Donc moi, en fait, j'ai souffert de TCA depuis mes 13 ans, du coup. Et donc, je suis très, très vite rentrée dans un comment dire? Dans un cercle vicieux. En fait, vraiment, je calculais tout ce que je mangeais. Donc, à cette époque-là, je faisais déjà tous mes tubes et tout. Franchement, à partir de mes 16 ans, je commençais déjà à plus manger que mes parents parce que je faisais tous mes tupperwares et tout. Et surtout, je m'entraînais tard le soir, donc le soir, ils allaient se coucher et moi, je mangeais toute seule. Et en vrai, c'est quand même assez correct ce que je mangeais au démarrage. J'étais autour de 1500 calories, mais je faisais attention à tout ce que je mangeais. C'était quand même... il y avait quand même une bonne répartition. J'avais le matin, le midi, la collation le soir. C'était quand même assez bien réparti. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à rentrer dans un cercle un peu d'anorexie et tout, et où je suis descendue très, très vite à 55 kilos, quoi. Je suis passée de 70 à 55 Ok, ouais. en un an, en soi, ce qui est pas énorme, mais c'est qu'au démarrage, je perdais 500 grammes par mois. J'étais bien, puis je commençais à me dessiner, puis en fait, au fur et à mesure, c'est parti un petit peu en couille, quoi. Et au niveau de l'alimentation, tu as construit ça avec quelles connaissances, on va dire? Parce que c'est vrai que il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas tous ces réseaux, tous ces chats GPT, etc. En fait, je suis un peu la génération Thibaut InShape. Du coup, je regardais un petit peu toutes ces vidéos sur YouTube. Puis même, je regardais un petit peu en général. Franchement, déjà, à 13 ans, je savais que mon métier, ça serait dans le sport. En fait, dès que j'ai commencé, j'ai accroché tout de suite. Et du coup, je commençais déjà à me renseigner parce que j'aimais trop ça. Donc je me suis vite renseignée sur Internet. Je regardais des messages de coach, beaucoup sur Insta aussi, et beaucoup les vidéos YouTube. Ok. Voilà. Donc, du coup, tu as fait un bac S avant de t'orienter donc, vers le BPGEPS. C'est ça. Pourquoi être passé par ce bac S si tu savais déjà du coup que tu allais aller dans le sport? Maman? Ça va être utile pour toi par la suite? Non, Ah, en fait, à la base, moi, je voulais partir à l'armée. Et je voulais faire 1 an au minimum à l'armée pour représenter un peu mon pays et tout. Enfin, j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, donc, à 16 ans, donc, quand on nous dit vous voulez faire quoi plus tard, moi, je savais que je voulais être coach, que je pouvais passer par un BP ou par STAPS. Et du coup, à la base, je me suis dit en vrai, je vais faire un CAP, et je fais vite mes années, peu importe le CAP, et après, je pars à l'armée. Et non, puis à 16 ans, on pouvait partir à l'armée, mais ma mère, elle voulait surtout pas. Elle voulait vraiment que j'attende que j'ai 18 ans. Donc elle m'a dit tu fais un bac S, et je fais un bac S. Voilà. Et puis au final, du coup, je suis pas partie à l'armée parce que
direct après mon bac S, donc c'était l'année du Covid. Et du coup, je commençais à me renseigner un petit peu pour attaquer mon BP. Et en l'occurrence, du coup, il y avait une formation qui pouvait être accessible tout de suite. Et du coup, pendant le Covid, j'ai commencé à me préparer un petit peu pour passer du coup les TEP qu'on a à passer avant le BPGEPS. Et je dis maintenant que je suis là, je reste là. Voilà, Autant continuer. c'est ça. Je suis sur la lancée. Est-ce que tes parents comprenaient un petit peu ton engagement pour le sport, le fait que tu sois un petit peu à part, donc comme tu dis, arrêter de manger avec eux, faire tes tupperwares, tout ça, ils l'ont compris ou? Oui et non. Heu, ils en étaient un peu fiers quand même parce que vraiment ma mère, elle en parlait à tout le monde et tout. Mais ils pensaient vraiment pas que j'allais arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et puis surtout, mes parents, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui en fait, j'étais assez gâtée quand j'étais petite aussi. Mais parce qu'en fait, ils étaient un petit peu absents et du coup, ils me le rendaient un petit peu comme ça. Donc en fait, très vite, quand ils ont vu que je me mettais à la musculation, ils m'ont acheté une machine de musculation. Après, c'est les anciennes machines où on peut tout faire, du tirage, du développé pec, des leggings extensions. Mais mine de rien, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc ils m'ont acheté ça, mais ma mère, elle voulait pas que je devienne costaud. Elle me regardait, elle me disait: «Mais tu mets pas de robe, ma fille, mais tu ressembles à un garçon manqué». En plus, quand j'étais plus jeune, je mettais vraiment jamais de robe, quoi. J'étais toujours en jogging, gros pull et toujours les cheveux attachés, enfin voilà. Je prenais pas forcément soin de moi, ça faisait vraiment j'étais vraiment un garçon manqué, mais en vrai, ça me dérangeait pas, quoi. Et du coup, c'était un peu sa crainte. Et quand j'ai dit: «Mais maman, moi, je veux faire des compétitions et tout», au départ, elle y croyait pas. Et en fait, ils sont venus à mes 1er ou 2e championnats, je sais plus. Et à partir du moment où ma mère, elle est venue me voir, elle a fait: «Ah ouais, mais en fait, ma fille, mais tu du potentiel et tout». Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai plus de: «Arrête, tu quand même un peu trop développée au niveau des épaules, tu quand même un peu tu des trop grosses cuisses». Maintenant, c'est: «Ah mais ce legging-là, je trouve que ça te va mieux». Enfin, ça a vraiment changé du tout au tout dès ma première compétition. Mais à la base, ma maman, mais avoir une fille musclée, c'était l'apocalypse. Ouais, c'est sûr que c'est un peu les clichés. Les parents, ils veulent entre guillemets que tu rentres dans un moule un peu tout C'est ça. fait de ce que eux ont connu, etc. Mais on va dire aujourd'hui, il y a plein de façons d'être, de chemins à prendre. Après, c'est vrai que pour les parents qui sont peut-être un peu ancienne génération, c'est compliqué de le comprendre au début. Mais bon, comme tu dis, une fois qu'ils te voient performer, tout de suite, ils comprennent mieux, quoi. C'est ça. Puis je trouve qu'en vrai, bah, en 2020-2021, c'était encore un peu j'ai envie de dire l'époque, mais c'est pas du tout l'époque. Mais je trouve qu'avant, les filles, quand elles étaient un peu musclées, c'était un peu moins vu comme aujourd'hui. Maintenant, une fille baraquée, il y a tout le monde tout le monde qui aime. On va dire, ça se démocratise beaucoup plus qu'avant. Une fille était un peu trop musclée, elle se montrait Ouais, ça pas faisait trop beaucoup sur les plus réseaux, parler, quoi. on va Ouais. dire. Donc tu parles de compétition, donc c'est en force athlétique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quoi ce sport? En général, moi, je dis que c'est un peu comme l'haltéro, parce que c'est le même principe. Faut soulever le lourd sur une barre, et le but, c'est de soulever le plus lourd possible sur le cumul de ces barres. C'est juste que la différence, c'est que nous, on a du squat à faire, du développé couché, du soulevé de terre. C'est des mouvements de musculation. Et du coup, c'est le même principe. En fait, on a donc les 3 mouvements, on a 3 passages sur chaque mouvement, et le but, c'est de cumuler le plus gros total pour gagner. Et toi, tu as gagné quand même pas mal de choses, on y reviendra un petit peu plus tard. Quelle est un petit peu la plus grosse idée reçue, sur ton sport que tu entends, autour de toi ou même sur les réseaux? En vrai, peut-être qu'on entend un peu moins maintenant, mais avant, une fille qui soulevait lourd. Enfin, en vrai, avant, une fille, c'était pas possible qu'elle soulève lourd. Et puis surtout, maintenant, une fille qui soulève très lourd, elle est forcément dopée, quoi. Enfin, il y a Ouais. beaucoup de ça. Ou alors, c'est vraiment. Je trouve que surtout en salle commerciale, c'est pour ça que je m'y entraîne plus du tout d'ailleurs, c'est souvent les hommes, ils aiment vraiment trop se comparer à nous. Je sais pas, c'est une bataille d'ego, de t'es une fille, tu soulèves plus que moi, ouais, mais moi je soulève plus que toi, bah oui, mais je suis quand même une fille, donc même si je soulève pareil que toi, je soulèverai toujours plus que toi, parce que dans la théorie, par rapport à la testostérone que lui il a et que moi j'ai pas, je suis plus forte quand même, quoi. Mais enfin, c'est tout un. Je trouve que, enfin, c'est soit les dopés, soit je vais me comparer à elle. C'est tout le temps ça. Ouais, des débats un peu inutiles, on va dire. C'est ça. Dans ta discipline, qu'est-ce qui est le plus dur, pour toi, le physique ou le mental? En vrai, je dirais un petit peu des 2, parce que donc moi, à la base, donc quand j'avais commencé la musculation, enfin, c'était pour perdre du poids. Au final, du coup, je suis à peu près au même poids qu'avant. Après, c'est sûr que j'ai pas du tout le même physique, mais c'est que moi, là-bas, je voulais faire du bodybuilding parce que je voulais être vraiment tracée, sèche. Et là, du coup, je me retrouve dans un sport où, je sais qu'en étant sèche, je suis pas la plus forte. Donc je sais que j'ai un poids, enfin mon poids, on va dire, où je suis bien, c'est autour de 69 kilos.
mais c'est quand même pas un poids où du coup où je m'apprécie non plus, voilà. Donc ce qui est un peu dur, c'est que je sais que, si je veux un jour être, exactement comme je suis, je pourrais pas être performante. Donc je suis obligée de m'accepter comme je suis là aujourd'hui. Et puis le mental, c'est que, c'est de s'entraîner toujours, peu importe qui en fait. C'est que du coup, quand on est dans du haut niveau, il y a pas de: «J'ai pas envie», c'est pas forcément grave aujourd'hui si j'ai pas envie. C'est OK, j'ai pas envie. Ouais, mais en fait, il y a cette compétition-là. Ouais, mais en fait, j'ai cet objectif-là. Vas-y, je me bouge les fesses parce que je suis obligée, quoi. Je le fais pour moi, je le fais pour ceux qui me soutiennent, je le fais pour ma fédération. En fait, il y a tout ça qui rentre en jeu derrière où du coup, le mental, des fois, c'est j'ai pas envie et j'y vais, je suis en mode: «Bon, allez, faut que ça marche». Ouais, je comprends. T'as déjà eu peur un petit peu avant une barre? En vrai, beaucoup moins maintenant, mais je sais que mes premiers championnats du monde, j'ai tout foiré parce que en fait, je me suis auto-sabotée. J'appréhendais tellement que j'ai fait de la merde, quoi. Mais non, en vrai, avant, oui, beaucoup. Aujourd'hui, ça m'arrive encore un peu des fois, forcément quand j'ai une mauvaise compétition ou que je rate plusieurs fois une barre que je suis censée faire, quand je dois la refaire ou quand je dois revenir sur du lourd, je suis un peu dans l'appréhension de, j'ai peur de me faire mal ou est-ce que ça va passer, pas passer? Enfin, ça arrive encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins quand même. Donc on rappelle, tes titres. Donc tu as été championne de France, Europe et monde C'est ça, en junior. dans ta catégorie qui est moins 69 kilos, ouais. 68? 69. 69, exact. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça représente ou on est déjà un petit peu focus toujours sur la suite et En vrai, je pense que je réalise pas trop. Même encore aujourd'hui, enfin pour moi, je sais pas, enfin, c'est un peu bizarre, mais j'ai honte d'en parler. Je sais que, par exemple, j'ai mes athlètes, des fois, qui sont super fiers, de moi, de dire que je suis championne du monde. Donc des fois, quand on va ailleurs, enfin, j'ai des athlètes où c'est devenu clairement des amis. Et du coup, quand on sort, des fois, elle s'amuse à dire à d'autres personnes: «Oh, elle est championne du monde et tout», et je me sens ultra gênée parce que je sais pas, moi, j'ai pas de en fait, c'est venu assez enfin, pas assez facilement parce que je me suis donné les moyens d'eux quand même, mais il y a des moments où j'ai pas l'impression de mériter, tout ça. De mériter de là, par exemple, je suis sélectionnée pour le championnat du monde, en open, je m'en rends compte et en même temps, j'ai l'impression que j'y mérite pas parce que je me dis: «En fait, je pourrais me donner clairement plus» et j'essaye de me donner clairement plus, mais du coup, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être un enfant, en fait, qui est dans sa petite bulle là et on lui dit: Va jouer avec dans la cour des grands» et moi, je suis là et je me sens toujours comme une enfant. tu penses que c'est par rapport à ton jeune âge et le fait que ça fait pas énormément de temps que tu es dans ce sport ou par rapport peut-être à autre chose? Je pense que c'est un peu ma confiance en moi aussi qui parle derrière. Puis oui, je pense que c'est parce que j'ai commencé très jeune. Puis en vrai, enfin, je veux dire, je pense que c'est aussi un petit tout où je sais que du coup, moi, j'ai été diplômée en tant que coach à 19 ans. Et du coup, pareil, quand j'avais 19 ans, les personnes avec qui je travaillais, du coup, elles me prenaient pas forcément toujours au sérieux. J'étais la gamine. Et du coup, je crois que j'ai toujours un peu cette étiquette de je suis la gamine qui, ok, bon, elle est championne, mais qui se sent toujours un peu gamine, quoi. Je sais pas comment OK, expliquer. mais du coup, ça vient de toi. Ouais, Ouais, je je vois. pense Donc que ça du coup, vient ça clairement vient de vraiment moi. de toi. Parce que comme tu dis, ouais, autour de toi, les gens sont fiers et adulés, de ton C'est ça. parcours, quoi. Franchement, je sais que j'ai vraiment de la chance de enfin même du coup, moi, je bosse beaucoup, je fais du coaching à domicile, je bosse beaucoup avec des gens, on va dire, lambda quoi, qui sont là, qui veulent juste, du sport bien-être, perte de poids, prise de masse, enfin, même juste se dépenser quoi et je veux dire, les personnes, elles sont pas du tout dans ce monde-là, elles connaissent pas du tout, mais juste parce que c'est moi, elles me soutiennent, j'ai des coachés qui m'offrent des bouquets de fleurs à chaque fois que je gagne une compétition, enfin, moi, je suis la plus heureuse, quoi. Ouais, c'est cool, hein, c'est cool. Qu'est-ce qu'on ressent un petit peu avant de monter, sur le plateau, dans des aussi grosses compétitions? En vrai, c'est l'adrénaline. Vraiment, franchement, cette sensation, elle est incroyable. Je trouve que enfin, j'arrive pas à la retrouver ailleurs. C'est vraiment c'est en même temps, du coup, le stress de: «OK, est-ce que en fait, toute ma préparation, elle va marcher ou pas?» et en même temps, «OK, c'est là, c'est maintenant, c'est maintenant que je vais m'éclater. C'est OK, même si ça passe pas, voilà, quoi, je me suis préparée pour ça, donc on y va» et il y a en même temps l'adrénaline du stress et en même temps «Allez, c'est mon moment», quoi. Et si c'est le feu avant, du coup, après la victoire, qu'est-ce qu'on ressent encore? En vrai, des fois, je suis un peu encore en mode, «Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» mais souvent, c'est en fait, je pense qu'il y a toute la pression qui redescend. Mais en vrai, que ce soit une victoire ou une défaite, à chaque fois, j'ai toute la pression qui redescend et je suis un peu en mode: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer?» ou enfin, c'est même après une compétition, il y a le soulagement de: «OK, c'est fini, ça y est, je me suis préparée pour ça et c'est là, c'est fini» et forcément, quand on gagne, c'est l'euphorie, quoi. J'ai envie de crier de Il y a une partout, je suis trop victoire que tu contente. te rappelles un peu plus, qu'une autre?
En vrai, bah, mes premiers championnats du monde ou enfin mes deuxièmes, enfin même en fait mes premiers où du coup j'ai fini donc derrière Samantha Eugénie qui était championne elle et moi j'étais vice-championne. Mais c'était incroyable en fait, c'était de se dire: «OK, je suis sur le podium», enfin c'était beaucoup trop bien. Et puis surtout l'ambiance, elle était juste folle, enfin et puis du coup, bah, forcément la première fois où je gagne, ben, je me rends pas compte. Enfin c'est incroyable. Franchement, mes premiers championnats du monde, ouais, c'était je sais Ouais, pas de comment. voir son nom sur les grands C'est écrans, ça. tout ça, ça Mais doit être vraiment, assez on s'en rend pas impressionnant, ouais. compte et puis c'était ouais, non. Franchement, c'était l'euphorie. Et du coup, à contrario, est-ce que tu as une défaite un petit peu, amère qui passe mal, on va dire? Heu Et bah, en vrai, je dirais, j'ai 2 défaites qui passent mal, c'est mes 2 dernières compétitions inter. Donc mes derniers championnats du monde, junior, au Costa Rica, donc en 2025 et du coup, mais où en fait, je sais pas vraiment, je pense que c'est mon picking qui a craché, j'ai dû le faire au mauvais moment. Puis j'étais un peu dans une perte de poids, mais ça se passait trop, trop bien et en fait, arrivé au Costa Rica, je pense qu'avec le stress, j'ai commencé à perdre 2 kilogrammes en une semaine et je me sentais fatiguée, pas forte et du coup, bah, ça s'est clairement ressenti sous les barres. Donc là, bah, forcément, j'étais un peu déçue, mais moi, j'avais rien fait pour, en fait. Enfin, vraiment, mon poids, il a craché, personne n'a compris pourquoi. Et, et du coup, là, donc, mes derniers championnats, donc les championnats d'Europe Open qui sont passés à Malte, où je pense que enfin, pour moi, je me suis auto-sabotée aussi. En fait, j'étais forte, toute ma préparation, j'étais forte. J'ai fait une relance métabolique, ça a trop bien marché. Je suis montée à 2800, 2900 calories. Enfin, je me sentais vraiment forte sous mes barres. Je mangeais bien, je dormais bien, je buvais bien. Et en fait, du coup, donc, j'ai fait un petit cut exactement le même que je fais d'habitude, au même poids de départ. Donc, j'étais à 75, 71. Et d'habitude, avec ce cut-là, vraiment, j'atterris. Enfin, le matin de la compétition, je me réveille à 68 et quelques. Et là, je me suis réveillée le matin de la compétition, 69,9. Je me suis dit, ça allait pas être sympathique. Et en fait, du coup, enfin, je me suis retrouvée à faire le matin, clairement, une randonnée, quoi. J'ai marché pendant 2 heures quasiment pour essayer de perdre du poids. Après, j'ai passé, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures dans le sauna. C'était super long et j'arrivais pas à perdre. Et puis, ben, puis en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que normalement, je suis sous pilule pour éviter ce problème-là. Et là, du coup, j'avais mes règles qui sont arrivées au plein moment où il fallait pas, donc full rétention d'eau. Du coup, bah, en fait, je me suis fatiguée le matin toute seule, quoi. Donc là, on va dire que c'était vraiment un goût amer parce que c'était pas parce que j'étais pas assez forte que j'ai gagné, que j'ai perdu. C'était parce que je me suis auto-sabotée, quoi. Ouais, bah, ça justement, on en reviendra, un tout petit peu plus tard, on va parler du cutting, ouais. Hem, Tu te souviens un petit peu du moment où tu t'es dit, «Là, je peux aller très loin, j'ai vraiment du potentiel»? Bah, en vrai, je me suis toujours un peu sentie, pas assez forte parce que forcément je regarde les grandes et je me dis, «Elles sont fortes». Mais franchement, là, je sais que j'ai changé de coach et en fait, les prépas sont jamais aussi bien passées. Enfin, avec mon ancien coach, ça se passait aussi très bien, hein. Franchement, il m'a fait progresser. Bah, il m'a amené au championnat du monde, donc clairement, il m'a bien fait progresser. Mais à chaque fin de prépa, j'avais quand même des crashs un petit peu. Mon terre, ça allait pas trop. Et là, franchement, ça commence à aller bien de partout. Je suis forte en entraînement. Je me sens forte aussi. Je me sens forte. Je sais que l'alimentation, je sais que je commence à me dessiner aussi derrière encore un peu plus. Après, je fais beaucoup mieux mon renfort aussi. Puis je mange vraiment 10 fois mieux. Et là, je me dis, OK, franchement, si je continue cette lancée-là, il y a moyen que ça se passe bien. Puis même lui, il est à fond derrière moi. Il me dit que franchement, je peux aller loin. Et du coup, je sais pas, Ouais, ça te booste, quoi. ça me donne confiance aussi pour la suite, ouais. Franchement, ça fait, ouais, je dirais là, depuis janvier où je me suis réveillée et je me dis, OK, je pense que je peux faire quelque chose. Mais c'est sûr que oui, il faut que je me bouge les fesses. Donc j'essaye. Enfin, je me donne encore plus, quoi. Et après une compétition, tu arrives quand même à couper un petit peu, ou tout de suite tu te remets en mode, préparation pour la prochaine, il y a pas de temps d'arrêt, quoi? Mmh. En vrai, j'aime bien couper un peu, que je gagne ou que je perde, j'en ai besoin, mais en général, c'est 3, 4 jours. Et vraiment, en vrai, j'ai envie de retourner à l'entraînement. Parce que je sais que derrière, enfin, en plus, quand je m'entraîne, moi, honnêtement, je m'entraîne avec mes chiens. Enfin, c'est un moment que je passe avec eux aussi. Et j'aime trop, quoi. Enfin, j'ai besoin de poser mon cerveau. Si je fais rien, je suis dans l'angoisse. Donc oui, non, non, en vrai, chaque fois, quand je gagne, j'ai envie d'y retourner pour faire encore mieux. Quand je perds, j'ai envie d'y retourner pour faire encore mieux. Donc, dans tous les cas, j'y retourne. Donc on va revenir, donc sur le cutting que tu viens de parler. Donc il y a des catégories de poids. Donc toi, tu es en moins de 69 kilos. Comment tu gères, on va dire, un peu, le cutting? Comment que ça se passe? C'est quoi un peu les coulisses, on va dire?
Bah, déjà, en général, je pense pour tous, enfin, clairement, j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment toujours pile au poids. Moi, je sais que là, du coup, en ce moment, avec ma relance et tout, je suis autour des 70-71. Et en général, je sais que les personnes, elles tournent toujours autour de 1, voire 2, voire 3 kilos au-dessus, voire les grosses catés, des fois un petit peu plus. Et du coup, en fait, on gère, on va dire, la baisse de poids via le cut. Donc, le but, c'est pas de baisser en calories pour pas perdre de l'énergie. En fait, c'est surtout, on va jouer avec l'eau et on va dire la place que la nourriture va prendre dans l'estomac. Donc, on a surtout, on va dire, 2 méthodes, mais il y a une troisième aussi. Donc, le water cut. Donc, en fait, le but, c'est de se charger en eau et en sel aussi pour que le corps il stocke, on va dire, des molécules d'eau. Et du coup, en fait, après, donc le sel va permettre de les stocker. Et du coup, après, on va faire un water cut. Donc ça, c'est le water load. On stocke en eau et en sel. Et du coup, water cut, on stoppe tout. On continue de boire un petit peu quand même. En fait, le corps, il va se déshydrater. Mais vu qu'on a stocké, on va dire, des cellules d'eau, on n'est pas déshydraté totalement. Donc, ça évite tout ce qui va être crampes, fatigue, et puis surtout déshydratation au maximum, quoi. Donc, il y a cette méthode-là. Après, il y a le food mass. Donc là, le but, c'est de jouer avec la densité alimentaire. C'est tout simple, hein. Par exemple, 300 calories de pâtes, ça va prendre ça en place dans l'assiette. Alors que, par exemple, 600 calories avec des M&M's, ça va représenter une poignée, quoi. Du coup, forcément, en fait, ça aura pas la même place dans l'estomac. Par contre, au niveau des calories, on sera toujours bien. Du coup, en fait, le but, c'est de jouer avec ça. Donc moi, souvent, je mange des M&M's, des amandes, des trucs comme ça. Je bois plutôt par exemple, du nectar de fruits parce que pareil, il faut faire attention aux fibres qui vont stocker aussi qui vont stocker plus d'eau. Donc vraiment, le but, c'est de limiter un petit peu tout ça derrière. Et après, du coup, il y a on va dire la phase finale. Si on n'a pas réussi à perdre du poids suffisamment avec tout ça, il y a tout ce qui va être sudation. Donc souvent, les personnes, en fait, c'est des bains chauds. Je sais que moi, à un moment, j'avais même testé les bains chauds, comme ils font un peu les boxeurs, où vraiment, c'est dans de l'eau salée, quoi. C'est une eau bouillante salée, justement, qui va faire qu'on transpire, qu'on va éliminer de l'eau. Et après, derrière, du coup, on se couvre avec des couvertures, des peignoirs et autres pour transpirer au maximum. C'est quoi un petit peu le moment le plus dur dans cette phase? Parce que manger des M&M's, du coup, ça doit être cool. Mais il doit bien y avoir un En moment où c'est vrai, compliqué. quand on mange un peu, ça va. Après, franchement, quand on tourne 2 jours au M&M's, même juste un jour, c'est chiant. Ça donne soif. Le sucre, c'est bien, mais quand c'est que du sucre, c'est horrible. En vrai, franchement, moi, je sais que depuis que je fais ça, les M&M's, j'en mange jamais. J'en mange que pour mes cuts, quoi. Parce que au cinéma, des M&M's, c'est bon, laissez-moi tranquille. Non, non, en vrai, il y a ça où c'est surtout chiant. Il y a l'eau où, forcément, c'est pas pratique parce que, du coup, quand on boit beaucoup, du coup, souvent, quand on fait des waterload, moi, je sais que j'arrive à en faire avec 3 litres, 4 litres max. Et en général, je suis entre 3 litres max. Et les grosses catégories, souvent, des fois, il y en a, ils montent j'ai déjà entendu qu'il y en avait qui étaient montés à 10 litres, quoi. Donc, en fait, on va aux toilettes toutes les 30 secondes, quoi. C'est horrible. Et après, en vrai, il y a le moment de la sudation. Où on est fatigué, on a le stress de la compétition, le stress de la pesée. Et on est là et c'est pas vraiment un moment très agréable, quoi. Parce que vraiment, on pousse le corps dans des limites où, c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur mentalement. Et c'est pour ça que, du coup, après une compétition, il y a encore plus, quand on passe par tout ça, voilà, la redescente, quoi. Le moment où il y a tout qui se relâche et tout, et on se dit: «Oh putain, c'est bon, c'est fini, j'ai passé ce moment-là». C'est un petit peu comme tu parlais donc des boxeurs, de la musculation, donc tu perds le poids pour la pesée, ensuite tu peux remonter, après cette pesée ou pas? C'est ça. En fait, donc la pesée, elle est 2 heures avant la compétition et du coup, donc le but, forcément, c'est de perdre un petit peu de poids. On va dire, là où on est désavantagés par rapport aux boxeurs ou autres, c'est qu'eux, des fois, ils font des plus gros cuts, hein. Vraiment, les femmes, des fois, elles ont genre des 6 kilos, 7 kilos à perdre, voire plus. Mais c'est qu'ils sont pesés 24 heures avant, voire 12 heures avant, je crois. Donc ils ont le temps de remanger et se réhydrater derrière. Nous, on a que 2 heures, voire 1 heure et demie en fonction de quand on passe. Parce que la pesée, elle commence 2 heures avant, mais on peut être pesé dans les derniers. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Hem, du coup, après, le but, forcément, c'est de se recharger. Donc là, on essaye, tout ce qui peut être un peu boisson avec des minéraux, les Powerade, par exemple, ou autres, pour se réhydrater, justement. Et puis, remanger, mais sans manger en mode de j'ai faim parce que j'ai pas vraiment mangé pendant 2 jours. Faut vraiment faire attention à ce qu'on va manger derrière. Donc souvent, moi, je sais que j'ai mon ventre qui gargouille, on risque de l'entendre dans la vidéo. Souvent, ça va être, du coup, moi, je sais que c'est des pâtes, du poulet et souvent, du coup, une sauce pesto parce que c'est un petit peu salé. Ça va me permettre de garder un peu l'eau que je vais ré me enfin, l'eau que je vais reboire pour me réhydrater derrière.
Ouais, puis je pense que tu dois pas trop manger non plus en quantité parce que si tu rentres en mode digestion, quand tu vas aller sous ta barre, ça va pas le faire, quoi. C'est ça. C'est ça, puis même après il y a beaucoup de risques, il y en a à qui c'est déjà arrivé de poser une petite galette quoi, donc forcément on n'a pas trop envie de ça. Donc oui, non, c'est sûr qu'il faut faire attention, puis même par rapport à la ceinture, si on est tout brassé dans la ceinture, c'est pas agréable, on n'est pas vraiment fort comme ça, quoi. C'est vraiment en vrai, c'est hyper minutieux, c'est pas juste, «Oh bah, allez, je vais manger», quoi, c'est quand même des petits calculs, quoi, derrière, faut faire Ouais, attention un faut que petit tout peu à soit tout. contrôlé, quoi, ouais. C'est ça. Donc tu as parlé aussi donc de tes règles qui sont arrivées, lors d'un cutting, en tant que femme, comment tu gères un petit peu le cycle menstruel, Donc tu as la pilule, je pense, pour te régler, mais quand ça arrive, on va dire, au En fait, mauvais moment. moi, normalement, j'ai ma pilule qui me les stoppe, tout simplement. Enfin, vraiment, normalement, je ne les ai pas parce que, moi, je sais que enfin, pour ma part, moi, j'ai mon ventre garoué. Ça me, ça me comment dire? S En soi, ça m'empêche pas de forcer ou autre ou de m'entraîner, mais vraiment j'ai des douleurs, c'est horrible ou des fois, du coup, bah, pendant mes entraînements, comment dire? C'est un peu chiant, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai une pilule qui me les stoppe totalement et c'est aussi pour éviter, du coup, en compétition, d'avoir le souci de pouvoir les avoir parce que je sais que moi, je prends facilement 2 kilogrammes de flotte comme ça, quoi. Et du coup, bah, en l'occurrence, c'est pour ça que je les bloque volontairement. Mais là, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû la décaler peut-être 1 heure ou 2 et du coup, ça me les a déclenchés. Donc tu dis que ça impacte pas spécialement tes performances, mais c'est surtout dérangeant, on va dire, par rapport aux douleurs qu'il y a autour, quoi. C'est ça. Bah, en fait, c'est que je sais pas, je sais pas le mot exact, mais ouais, ça va. Bah, moi, je me sens quand même clairement plus fatiguée, puis même j'ai mal, puis je sais que mentalement, du coup, je suis un petit peu moins dedans parce qu'émotionnellement, ça part un peu dans tous les sens. Enfin, c'est souvent les moments où je me dis, bah, des fois, je me pose la question, je me dis: «Est-ce que je suis forte? Est-ce que je suis pas forte?» Bah, là, clairement, quand je les ai, je suis en mode: «Vas-y, je suis nulle, ça me saoule» et du coup, bah, forcément, ça m'impacte un petit peu. Même si après, apparemment, il y a des études qui prouvent que ça impacte pas la force ou autre. Moi, je sais que quand je les ai, honnêtement, les entraînements, ils sont très durs. On discutera de ça un petit peu en off après parce que j'ai enregistré avec Gaëlle Baldassari qui est, la fondatrice de Kiffe ton cycle et justement on discutait un OK. petit peu pendant le podcast que j'ai enregistré avec elle. Tu as des périodes justement de down, à l'arrivée des règles et puis après au contraire tu as des grosses périodes de up où tu te sens, on va dire, Ouais, Wonder Woman, tu vois? c'est ça. Pour toi, est-ce que c'est encore un sport un peu, trop masculin, dans les mentalités des gens? En vrai, ça a quand même vraiment évolué. Moi, je sais que franchement, quand j'ai commencé, il y avait vraiment pas encore beaucoup de filles qui en faisaient. C'était pas encore très démocratisé. Maintenant, ça l'est beaucoup plus, même dans les salles commerciales, on voit juste des personnes en faire alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Mais du coup, comme je disais un petit peu au début de la vidéo, souvent les hommes, quand nous on en fait, il y a souvent du coup les remarques, «Ouais, mais tu pas féminine», «Oui, mais tu plus fort enfin oui, tu soulèves ça, mais moi je soulève plus que toi». Il y a quand même encore trop ce truc de toujours se comparer ou de vouloir un peu descendre les filles ou à dire des choses, quoi. Il y a pas enfin, souvent, par exemple, on regarde sous des posts, de filles, bah, les commentaires, il y a pas c'est rare que les gars, ils disent tous: «Ah waouh, trop forte». C'est souvent, «Ouais, bon, par contre, c'est pas féminin. Ouais, mais bon, tu es dopée. Ouais, mais moi, je fais plus que toi». Enfin, c'est que des trucs comme ça, souvent. C'est un peu ce qui est dommage, du coup. Ouais, de toute façon sur les réseaux, tu auras toujours, des cons, hein, on va appeler ça comme ça, hein, Ah heu, bah, pour, oui, oui, non, heu, ça, c'est clair. pour juger les autres, hein. Toi, tu le vis comment un petit peu ce regard, on va dire, sur le corps féminin dans ce sport? Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que tu t'en fous parce que tu sais que tu es balèze et Bah, on va dire avant, ça m'affectait un peu plus. Maintenant, je sais qu'honnêtement, enfin, je suis fière de dire: «Ouais, je fais 70 kilogrammes, je suis stock» et puis si j'ai un problème, de toute façon, c'est en fait, ça regarde que moi, quoi, enfin, voilà. Donc non, non, en vrai, maintenant, j'ai un peu plus d'assurance aussi derrière qui fait que enfin, moi, je sais que ça m'arrive. En plus, honnêtement, je bosse aussi avec des hommes aussi et avant, quand je travaillais en salle, commerciale, du coup, j'avais beaucoup de honnêtement, on me prenait pas en sérieux quand j'étais coach, quoi et après quand je soulevais des barres, il y en avait qui venaient se mettre derrière pour m'assurer ou autre, alors que clairement, j'avais pas besoin et puis après, c'était le: «Non, non, mais c'est au cas où, mais en fait, si je demande pas, laissez-moi tranquille», enfin donc non, non, en vrai, maintenant enfin, moi, je sais que maintenant, je m'en fiche mais en vrai, c'est impactant. Par exemple, typiquement, l'année dernière,
je me suis entraînée dans une salle commerciale. Donc, je fais mes barres et en fait, je me suis entraînée avec un ami qui faisait exactement les mêmes barres que moi et moi, je faisais un squat, en fait, à 180 kilos. Je fais une répétition à 180 kilos, sachant que j'ai un max à 202,5 et du coup, pour moi, 180, du coup, c'était pas grand-chose et la barre, du coup, forcément, ça vole et il y a un monsieur qui vient me voir, il me fait: «Bon, dis-moi, tu prends quoi?» et j'étais: «Ben, je mange du poulet, quoi, enfin, laisse-moi tranquille». Et il était: «Ouais, ouais, ouais». Bah, si, enfin et je comprends pas, du coup, le fait que enfin, forcément, dès qu'on est forte, c'est parce qu'il y a un truc derrière. Est-ce que tu penses que tout ça, ça freine un petit peu les femmes à se lancer dans des sports de force? Je pense que sur des femmes qui ont un peu le même souci que moi j'avais au démarrage, c'est-à-dire de pas forcément se sentir trop bien dans sa peau ou autre, forcément, c'est un sport où en plus de ça, enfin, je veux dire on est en tenue de Playmobil un peu, hein. C'est des shorts quand même assez courts, même si maintenant ils ont sorti des singlets longs. On a les habits quand même où on est en short, où c'est très moulant et tout et du coup, souvent il y en avait qui disaient enfin ou même juste le il y a beaucoup d'hommes aussi pareil ou enfin même pas forcément que les hommes en fait, des femmes aussi qui disent que ouais, par exemple, telle ou telle personne, elle est forte, mais en même temps, elle est grosse, quoi, donc normal qu'elle soit forte. Alors que ça veut clairement rien dire, qu'on peut être un peu en surpoids et être pas enfin bref, dans tous les cas, ça veut rien dire et du coup, il y a un peu encore ce truc de je pense qu'il y a certaines filles qui osent pas, même juste faire de la compétition parce que derrière, on nous voit clairement, quoi. C'est des trucs hyper moulants et tout, c'est pour des femmes qui ont pas forcément du coup d'assurance ou autre, ça peut être hyper gênant. Moi, je sais qu'en tout cas, enfin, ça me gênait énormément au tout démarrage, enfin, au tout départ, quand on mettait des singlets là, qui c'est tout moulant, ça serre les cuisses, ça fait ressortir les bourrelets de partout, c'est horrible. Du coup, je pense que ça peut freiner un petit peu derrière aussi. Donc là, tu parles de barres que tu passes, donc 202,5, c'est quand même énorme. Tu t'entraînes assez lourd. Quelles sont les blessures les plus fréquentes qui viennent chez toi? Après, moi, je pense que je pourrais les éviter aussi parce que je pourrais mieux m'échauffer. Mais moi, je sais que honnêtement, là, je veux dire, j'ai 24 ans et je me pose la question de combien de temps je vais pouvoir continuer ça parce que j'ai de l'arthrose de genou, j'ai de l'arthrose dans la colonne, dans les cervicales. Ça me réveille la nuit et tout, par rapport aux douleurs. Le dos, j'ai 2 sciatiques par rapport, qui sont liées au périforme, donc une à gauche et une à droite, histoire de que ce soit un petit peu drôle et équilibré. Mais du coup, il y a tout ça, en fait, où je vais jouer au quotidien et du coup, c'est pas, en fait, le fait d'être dans un sport à haut niveau, on se dit que, pas forcément, il y aura des douleurs, faut faire avec. J'arrive quand même plutôt bien à moduler avec, hein. Je fais quand même de la mobilité, je fais quand même du renforcement qui me permet de pas me faire trop mal derrière non plus. Mais du coup, il y a quand même toujours cette peur d'avoir mal et puis, forcément, des fois, ça arrive, en fait. Je me fais des contractures au dos, enfin, c'est sûr que j'ai pas un corps en très bonne santé, quoi. T'as pas un protocole de soins mensuel suivi chez un ostéo ou kiné ou autre? Alors avant, je m'entraînais un petit peu à Grenoble et du coup, j'avais un très, très bon kiné là-bas et là, c'est juste qu'honnêtement, j'ai plus le temps d'y aller donc un petit peu compliqué. Mais sinon, normalement, je sais que j'allais au kiné toutes les semaines et toutes les semaines, c'était: «Tu as mal où?» «Oh un peu là, un peu là, un peu là». Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je pense que quand on est athlète haut niveau, c'est bien d'avoir un total suivi. Enfin, en tout cas, nous, on a le suivi avec le médecin déjà, par rapport à la fédération, mais un suivi avec un kiné, un suivi avec un ostéo, un suivi avec, enfin, un médecin du sport, qui nous suit régulièrement et tout, je pense que ça peut être vraiment, vraiment bien, quoi. Donc ça ne tient qu'à Ouais. toi à mettre tout ça en place. C'est ça, après, il faut du temps, quoi, derrière. C'est Mais pas je sais faux. qu'il y en a beaucoup qui font des réhab tout le temps, quoi, qui sont tout le temps suivis, même des masseurs et tout pour détendre. Enfin, je pense que c'est bien aussi, quoi. Ouais, je pense que quand tu es un sport de haut niveau, on le sait que ça détruit des fois un petit peu plus que ça conserve. C'est pas du sport santé, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que vraiment le côté santé, bien-être, faut pas non plus le négliger, que ce soit santé mentale, santé physique ou autre. Parce que justement, c'est ce qui va peut-être te permettre de durer dans le temps et surtout de peut-être même aller chercher des fois des petits, euh, des petits kilos en plus sur certaines barres ou autres en débloquant certaines douleurs. Clairement, clairement, c'est sûr que quand on a pas mal déjà, on n'a pas l'appréhension d'aller sous une barre ou autre, hein. C'est vrai. Comment tu fais toi pour revenir après une blessure? Quand tu sens que ça va pas et qu'est-ce qui fait que tu vas quand même y aller? Heu, après je dirais que c'est aussi le fait de, je m'entraîne pour, donc j'ai pas envie de lâcher par rapport à une blessure ou autre.
Après aussi, forcément, il y a le coach derrière du coup, mon coach en l'occurrence, qui va jauger un petit peu par rapport à tout ça, qui va forcément diminuer un petit peu l'intensité. On essaie de trouver des trucs pour travailler aussi derrière. Et puis après, mine de rien, il y a aussi le fait que plus ça fait longtemps qu'on pratique un sport et plus on peut s'arrêter longtemps sans perdre vraiment, en fait. Donc des fois, il vaut mieux se dire: «OK, c'est pas grave, on perd 2 semaines là, mais je vais pas perdre en force. Par contre, je vais gagner en temps parce que si je continue à forcer, 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 en fait, je vais perdre, peut-être 1 mois, 2 mois et ça va me faire encore plus mal et après je vais devoir m'arrêter encore plus longtemps, quoi». Donc il y a un petit peu tout ça. Mais après, il faut continuer un petit peu. Après voilà, du coup, forcément quand j'ai vraiment mal, je vais vers un kiné en tout cas, kiné ou ostéo et puis derrière du coup le coach qui va réajuster la programmation pour que ça aille. Est-ce qu'avec tout ça, avec toutes ces douleurs, ça te fait douter de continuer encore longtemps ou parce que justement, tu disais, je sais pas si je vais pouvoir le faire encore longtemps. C'est ça, en fait, c'est que par exemple juste, moi je sais que ce qui me perturbe le plus actuellement, c'est vraiment mes cervicales. C'est que je me suis retrouvée plusieurs fois bloquée et que j'ai déjà fini aux urgences parce que je me suis dit: «C'est pas possible» et j'ai l'impression que ma colonne elle est cassée, quoi. Vraiment, je me suis retrouvée le cou bloqué où en fait, du coup, ça me fait en gros, au lieu d'avoir la nuque qui est un peu comme ça, elle était clairement dans l'autre sens et c'est que du coup, moi, ça m'empêche de travailler, ça m'empêche de m'entraîner. Je me suis déjà retrouvée à rouler comme ça avec une minerve, quoi. Je suis comme ça, j'essaie de regarder les angles morts un petit peu comme ça. C'est un peu compliqué dans le sens où, du coup, moi, si je suis auto-entrepreneuse, si ça m'impacte aussi dans mon boulot derrière, je fais comment, quoi? Ouais, c'est ce que Donc j'allais ouais, dire, des fois, je me sachant que pose tu es la à ton question. compte, c'est compliqué, ouais, parce que du coup, tu as pas de rentrée de salaire si tu t'arrêtes de travailler, quoi. C'est ça. En fait, je me dis: «J'ai pas le droit de me faire mal», donc je pense que c'est ce qui me si des fois j'ai mal quand même, j'y vais. Bon, des fois, je me force un peu bêtement, mais j'y vais quand même parce que, j'ai pas le choix. C'est juste ça. Petit sujet tabou que je m'étais noté, donc les fuites urinaires sur les charges lourdes, c'est une réalité ou pas? Parce qu'on en parle quand même Clairement, assez hein, peu, hein. clairement et je trouve que c'est dommage justement qu'on en parle pas assez. Même, je sais qu'il y a beaucoup moi, je sais que j'encourage, clairement mes athlètes, à m'en parler. Je leur dis: «S'il y en a, tu pas, hein, si» et je sais que des fois, il y en a qui vont pas forcément en parler. Alors moi, de moi-même, des fois, heu, je leur dis que ça peut arriver, quoi. Que OK, si ça arrive, c'est pas grave, en fait, tu lâches pas ou je leur donne des conseils. Moi, je sais que, forcément, moi, ça m'arrive aussi. Ça arrive dans les 2 cas, qu'on ait un périnée, pas assez musclé ou trop musclé. Parce que dans les 2 cas, s'il est pas assez musclé, il va pas retenir. S'il est trop musclé, il va trop se fatiguer, donc après il va plus retenir. Donc en fait, dans les 2 cas, il y a pas vraiment de vraie solution miracle, à part du coup être suivi par des kinés un peu spécialisés dans ça. Mais oui, ça arrive et je sais que moi, du coup, ce que je conseille aux filles en général quand ça arrive, c'est de mettre des protections hygiéniques, tout simplement. Protections hygiéniques, il y a des culottes menstruelles, il y a plein de solutions aujourd'hui. Ou même juste ça arrive quoi, ça se nettoie comme tout donc tes vêtements ils iront à la machine, le sol tu passes un coup de serpillère et voilà quoi. Mais ça fait partie, on va dire, du sport, c'est un peu le côté sombre pour vous les femmes qui est, quand même assez dérangeant, quoi. C'est ça. C'est ça, après je sais que par exemple chez les hommes c'est plus eux ils vont plus avoir des soucis, après c'est plus rare mais soucis, plus de fuite anale. Donc dans les 2 cas en fait, dans les 2 on peut avoir des problèmes et pour ça je trouve que faudrait vraiment en parler beaucoup plus. Parce que déjà ça rassure les personnes. Nous des fois on voit sur des plateaux, même moi ça m'est déjà arrivé, dans des salles commerciales où, ça m'arrive, hein, je me fais pipi dessus et les gens ils sont tous comme ça, ils sont choqués. Enfin oui, c'est pas grave en fait, regarde ailleurs et puis, c'est moi que ça gêne, pas vous, Ouais, c'est ça et puis après, c'est pas une barre de 20 kilos que tu soulèves aussi donc c'est c'est voilà. ça. Donc forcément, plus c'est lourd et plus le corps, en fait, il est tellement dans des limites, en fait, on pousse ses limites donc forcément que, il fait comme il peut, quoi. Oui, il y a un moment de rupture, quoi, ça, c'est sûr. C'est ça. On voit parfois quand même des montées, assez extrêmes, donc souvent, liées au dopage. Heu, Quel est ton regard un petit peu là-dessus? Moi, je trouve qu'honnêtement, on est dans une fédération testée, il y a des fédérations non testées. Je comprends pourquoi les gens, ils vont pas juste dans cette fédération-là, quoi. C'est juste je sais pas pourquoi, mais des fois, il y en a vraiment, nous, on en a déjà vu dans des cas des championnats régionaux, quoi, enfin des compètes régionales. Du coup, j'ai vraiment envie de leur dire aux personnes qui se dopent en compète régionale: «Mais déjà, tu es en compète régionale, je comprends même pas pourquoi tu te dopes. En plus, on gagne pas d'argent». Les sponsors, pas à moins d'être très, très fort et d'être en équipe de France, il y a peu de chances d'en avoir ou alors, en tout cas, c'est peut-être des sponsors de compléments et tout. Donc en fait, je comprends pas, il y a rien à gagner derrière à part du coup se flinguer la santé.
Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu des cas de personnes, surtout du coup moi, je suis surtout côtoyé des femmes. Honnêtement, elles avaient une barbe, je pense que tu plus barbu que toi, quoi. Enfin, la barbe, la voix, il y a tout qui change. Et puis derrière, pourquoi? Parce qu'en plus, on peut se faire choper, honnêtement. Et enfin, vraiment, moi, Tu parles du fait que vous gagnez rien. À partir de quel moment, on va dire, ça commence à être rentable, entre guillemets? il y a pas de rentabilité, hein, on le fait pour soi. Non, bien sûr, mais je veux dire, à quel moment ça commence à rentrer un peu d'argent, quoi? À rentrer des gains. Alors après, je veux pas dire d'erreur, mais moi, par exemple, je suis sponsorisée, donc moi, je suis sponsorisée par SBD France. Il y en a qui sont sponsorisés par SBD Apparel, donc c'est SBD, on va dire Monde, où là, du coup, si on gagne par rapport à notre contrat, on peut gagner des fois une somme. Après, il me semble que si on est sur le podium au championnat du monde en open, il me semble qu'on peut aussi gagner une certaine somme, mais c'est quand même pas non plus incroyable. Et après, du coup, il y a des compétitions Sheffield ou enfin, surtout Sheffield, du coup. Il y a aussi des fois, il y a d'autres compétitions comme ça où il y a des cash prizes, où là, on peut gagner, mais déjà, c'est vraiment très sur la select. Je trouve qu'il faut aussi, des fois, être un peu il faut connaître les bonnes personnes aussi, des fois, pour pouvoir y participer. Et puis, il faut surtout être dans les très, 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 très forts, quoi. Enfin, je veux dire, avant de pouvoir y participer, faudrait que je fasse très, très, très lourd. Parce que là, donc, au niveau de la fédération, quand tu bouges, donc tu as dit Costa Rica, Malte, ça, c'est tout à tes frais. Non, la fédération, elle nous défraye les frais de déplacement, les frais de logement en compétition. Donc, à savoir que normalement, le règlement, c'est qu'il faut qu'on y soit 2 jours avant, 1 jour après. Par rapport tout simplement à la gestion d'avion, tout ça, train, au cas où s'il y a des retards ou autres, qu'on se retrouve pas à louper la compétition pour ça. Donc là, sur ça, franchement, on a de la chance parce qu'il y a certaines fédérations, ils le font pas. Par exemple, l'Italie, c'est vraiment 100% aux frais des personnes. À savoir qu'en plus, la fédération, donc souvent l'EPF ou l'IPF, donc c'est les fédérations internationales, donc d'Europe ou internationales, c'est eux qui choisissent l'hôtel où on va devoir dormir, où tous les athlètes devront être. Souvent, c'est des 3, 4, 5 étoiles. Donc les budgets, c'est souvent des 100, 200 € la chambre, quoi. Donc quand c'est à nos charges, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, sur ça, ouais, la fédération, j'ai beaucoup de chance parce que mine de rien, du coup, ça me permet de voyager par rapport à mon sport. Je vis des expériences qui sont incroyables. Je veux dire, le Costa Rica, c'était franchement ma compète, c'était la plus nulle. Mais alors, mon expérience là-bas, c'était incroyable. Et du coup, ça permet aussi de créer des effets de groupe, enfin, de créer un lien de groupe, quoi. Là, on était vraiment quasiment toute l'équipe de France un peu junior. Et c'était trop bien, quoi. Enfin, ils sont tous adorables et tout, c'est trop chouette. Bah, tu crées des beaux souvenirs, quoi. Ah, c'est ça, c'était magnifique. J'ai noté aussi le pontage, qui est un sujet qui revient quand même assez souvent. Est-ce que, selon toi, quand on a un bon pontage, c'est plus facile que quand on est à plat? Clairement, parce qu'on réduit fortement l'amplitude. Après, là, avant la mise à jour de la règle, du coup, avant, les personnes, elles pouvaient vraiment ponter. Et en fait, on se retrouvait avec des personnes qui descendaient la barre de ça, quoi. Et je veux dire, c'est hyper décrédibilisant. OK, je donne un chiffre au pif, hein, y a pas de OK, tu soulèves 150 kilos, mais ta descente, elle est de ça. En fait, moi, je trouvais que c'était hyper décrédibilisant, en tout cas. Après, par contre, c'était la règle. Donc, en vrai, vu que le but, c'est de cumuler le plus de poids possible, je comprenais que les personnes, elles le fassent en compète, hein. Même moi, si j'avais eu un pontage de fou furieux, je l'aurais fait, hein, j'aurais gagné peut-être un petit peu plus. Mais, oui, non, c'était décrédibilisant. Il y en avait qui en parlaient, vraiment, les athlètes qui le faisaient beaucoup, heu, ils se faisaient un peu lyncher sur les réseaux par rapport à ça. Du coup, après, il y a eu la mise à jour de la règle où maintenant, c'est bas du coude, milieu de l'épaule. Et du coup, ça permet d'avoir quand même un peu plus d'amplitude. Mais après, forcément, sur des personnes qui descendent beaucoup plus, elles sont quand même toujours désavantagées par rapport aux personnes qui sont à la limite. Parce que forcément, il y a Mais moins surtout que d'amplitude. faire un pontage, je trouve, c'est hyper, hyper compliqué. Ouais, ça joue beaucoup avec la mobilité thoracique, même la mobilité en fait de la colonne. Enfin, il y a un petit peu tout qui rentre en jeu. Oui, forcément, il faut y travailler derrière. Il y en a qui vont être, il y en a pour qui ça va être plus facile, d'autres non. Et après, c'est quand même une technique où du coup, forcément, si on maîtrise pas la technique, des fois, on peut être moins fort comme ça qu'en étant dans une posture ou peut-être un peu plus à plat, mais on sera un petit peu mieux, quoi. On voit souvent les gens avant de rentrer sur le plateau avec des écouteurs, des casques, histoire de se mettre un peu dans leur bulle. Il y a quoi dans ton casque à toi, juste avant de monter sur le plateau? Moi, j'écoute beaucoup du gros son, surtout du Peacock, des trucs comme ça.
Moi, c'est vraiment full hardcore, en fait, il faut pas qu'il y ait de paroles. Sinon, en fait, moi, je sais pas, je dois être, j'y arrive pas à me concentrer sur un truc. Moi, je vois une mouche passer, c'est fini pour moi. Donc vraiment, j'ai pas besoin de paroles dans mon casque. C'est vraiment que de tout. Puis après, c'est parti. Du gros son, quoi. C'est ça. J'ai vu aussi en compétition que c'était ton coach qui choisissait les barres. Comment tu vis que ce soit pas toi qui décide, on va dire? Honnêtement, moi, pareil, toujours dans l'effet un petit peu petite fille, j'ai aucune, enfin, je me rends pas compte. Des fois, je sais que j'ai passé cette barre-là à l'entraînement, que je l'ai passée plusieurs fois, mais dans ma tête, si je dis qu'il faut que je la mette, enfin, si on me demande: «Tu es capable ou pas de la faire?» Je vais être: Non, c'est pas possible». Donc au moins là, je sais que moi, je donne un totale liberté au coach. Enfin, je leur dis vraiment: «Vous me connaissez, vous avez les vidéos, je vous dis je suis en forme ou pas en forme, vous voyez comment je réagis sur le plateau et après c'est vous qui décidez, quoi». Et moi, j'y vais vraiment, je ne sais pas la barre qu'il y a, je vois pas la barre, je la regarde même pas. En fait, je regarde que la partie en métal, là où je dois mettre mes mains et c'est tout, quoi. Sinon ça me perturbe trop. S'il y a une certaine charge que j'ai jamais faite, je vais me poser la question de: «Est-ce que je suis capable de la faire?» S'il y a plus bas, je vais me dire: s'ils ont mis plus bas, bah, c'est que peut-être ils pensent que je suis pas capable de faire plus, donc c'est que je suis pas en forme». Du coup, il y a vraiment tout qui rentre en jeu. Enfin, vraiment, je me pose 10 000 questions, donc je délègue aux autres. T'as un rituel précis avant une barre? Pas vraiment. Souvent, j'ai pris l'habitude, vu que je m'entraîne toute seule, c'est de m'auto-encourager. Donc là, je suis: «Allez, allez». Souvent, je sais que sur un squat, vu que j'ai tendance à beaucoup réfléchir, pendant ma descente et tout au squat, ça m'est déjà arrivé de faire mon squat, d'être en bas et de me dire: «Est-ce que je vais remonter?» Ou de descendre et de dire: «Est-ce que je vais remonter?» Alors que oui, il faut que je remonte, quoi. Donc du coup, maintenant, je sais que je me mets sous la barre et dans ma tête, je me fais: «Allez, vole» parce qu'il faut que ça vole, faut que ça monte, quoi. Mais je n'ai pas vraiment de vrai rituel. Tu travailles un petit peu la visualisation mentale ou pas? Parce que je sais que ça Ouais. revient de plus en plus, ouais, en ce moment, de se dire, bon, tu chez toi, tu fermes les yeux, tu te dis: «Bon allez, je rentre sur le plateau, ça va se passer comme ci, comme ça». Bah, souvent, je sais qu'avant une compétition, enfin, clairement, même, je pense un mois avant, même là, je commence à y penser, pour juin, quoi. Bah, je sais que souvent, quand j'ai des trajets en voiture et ben, des fois, tellement j'y pense, j'en transpire, je m'auto-hype, quoi. Mais du coup, oui, des fois, je me visualise faire mes barres. Je sais que, du coup, quand je m'entraîne chez moi, je visualise, je sais que le bar chargé, pour moi, c'est vraiment, ça me donne un coup de boost, quoi. Donc je suis là et je m'imagine, me préparer en compète, entendre le bar chargé et puis je soulève ma barre, quoi. Et je sais que, du coup, pendant une compétition, souvent, je me mets un petit peu dans ma bulle. Je ferme les yeux pareil et je m'imagine juste lever ma barre. Je me dis: «OK, c'est bon, ça va monter. OK, c'est bon, je fais comme ça. OK, c'est bon, ça monte». Et après, des fois, ça monte, des fois pas. Ouais, parce que donc du coup, tu dis donc tu arrives sur scène, tu sais pas du tout, il y a combien de kilos sur la barre. Ça se passe comment? Donc tu arrives devant la barre, en face de toi, il y a quoi? Il y a les jurys, il y a des C'est feux ça. verts, feux rouges, Bah, en fait, du coup, donc en fait, à l'entrée du plateau, on attend. Donc, il y a soit nous et le coach, donc, coach d'équipe de France ou le coach personnel en compétition nationale ou régionale ou départementale. Et du coup, bah, en fait, il y a une personne qui barre la route, quoi, tout simplement. Dès que les arbitres, donnent l'ordre barre chargée, la personne nous laisse passer et après du coup, c'est à nous. Et après du coup, on a 3 arbitres, donc 2 latéraux et un qui est en face et c'est eux du coup, qu'on a vraiment en face. Voilà. Enfin, c'est eux après qui vont donner les ordres, qui vont attendre que tout soit OK, ils donnent les ordres de partir et donc le poids, il est généralement écrit sur, des écrans derrière toi que du coup tu ne regardes pas. souvent c'est un peu sur les côtés. C'est sur les côtés pour que les pareurs, ils puissent, charger les poids et se rendre compte de ça. Bon après honnêtement, moi je sais que je suis tellement concentrée que je vois rien en fait. Je vois vraiment que les arbitres et encore, que celui qui est en face parce qu'il est en face forcément. Je vois les arbitres, la caméra et vraiment je vois même pas qui y a dans le public, j'entends même pas qui pourrait me parler d'autre. Enfin c'est en vrai on est tellement concentrés que du coup on fait gaffe à enfin j'arrive à pas faire gaffe à tout ça, quoi. Comment tu gères un petit peu la pression? Là en ce moment pas très bien, mais sinon en vrai je sais que en vrai j'aime vraiment quand même faire ça. Ça c'est vraiment je fais ce sport-là parce que j'ai envie de le faire. Pas parce que je suis bonne, même si, je sais qu'aujourd'hui je suis quand même assez bonne dans ce sport-là. Mais vraiment je le fais parce que c'est mon kiff, j'aime cette adrénaline qu'on a derrière. Donc en fait je suis juste, j'attends et je suis juste, trop hâte d'aller vers ma barre en fait, d'aller faire ma barre. Et je me dis: «OK, bon j'ai quand même hâte que la compétition soit finie en fait, surtout pour voir si j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire». Mais souvent derrière du coup je suis
je suis toute excitée, quoi. Je suis vraiment comme une enfant qui va dans une, je sais pas, faire une chasse aux œufs, quoi. Enfin, je suis derrière, je suis là, j'attends. J'ai trop envie et je suis trop contente et souvent, en plus, enfin, je sais que, par exemple, bah, là, du coup, je l'ai plus trop en ce moment, mais j'ai une concurrente italienne avec qui je m'entends trop bien et du coup, bah, on se parle pendant, on rigole. Les fois où, du coup, j'étais avec d'autres Françaises et tout, ensemble, bah, on rigole aussi ensemble. En national, des fois, on parle ensemble, enfin, pendant entre les bars et tout. C'est vraiment le moment où, en fait, on a juste à kiffer. On charge les bars pour nous, on y va et c'est trop bien, quoi. En équipe de France, tu as beaucoup de personnes dans ta catégorie? Heu, alors en France, en tout cas, non. Tu parles du coup en national? Quand on fait des Ou compétitions bah, ou nationales? même dans l'équipe de France, tu es la seule dans le coup à concourir en moins de 69? C'est ça, pour le moment, ouais. OK. Et du coup, bah, sur l'équipe monde, vous êtes beaucoup, tu as beaucoup de concurrentes? Bah, là, par exemple, je sais que en général, on est quand même une bonne vingtaine. Il y a 2 groupes, on va dire, par compétition, donc on est ouais, je dirais quand même plus ou moins 20. Donc ça fait beaucoup de Ouais, ouais. personnes. Ouais, ça fait pas mal à battre, on va dire, pour être championne du monde. C'est ça, ça fait enfin, ça fait après, je sais que c'est les fédérations nationales qui déterminent un petit peu, leurs minima aussi. Donc en France, la France a fait un choix de mettre des minima assez hauts parce que, bah, la France a quand même un bon niveau, donc en fait, ils partent du principe qu'ils vont pas envoyer des personnes qui vont pas faire un podium ou qui vont pas s'en rapprocher, quoi. Donc nous, en général, par exemple, pour aller au championnat du monde, déjà, il y a un certain minima à faire et si on le fait pas, faut être, dans les 8 premiers du classement provisoire qui est sur Goodlift et du coup, bah, après si on n'est pas dans les 8 premiers, on n'est pas envoyé. Et toi, au niveau du poids de tes barres, tu te places où un peu, en ce moment? Bah, là, par exemple, pour le classement provisoire des championnats du monde, open, du coup, j'ai fait, le meilleur total que j'ai fait là, donc à partir de mes nationaux, c'était, 140, donc je me suis qualifiée avec ce total-là et là, pour l'instant, je suis 8e. À savoir que, du coup, je crois que la 1re annoncée, elle a fait 588, donc elle est elle est loin. Et au niveau du coup, donc par agrès, donc tu es à combien au niveau du squat? Donc au squat, je suis à 205 en meilleure barre, 202 pardon, virgule 5. Au Ouais, développé couché, ma meilleure barre à l'entraînement, c'est 120, mais en compétition, c'est 117,5 et ma meilleure barre au terre, c'est en compétition que je l'ai faite et c'est 230. OK, lourd, Mais j'essaye. lourd. Le côté mental, tu le travailles ou pas du tout? Un petit peu tous les jours et surtout, en fait, à chaque compétition, honnêtement, je m'améliore dans le sens où, mes premières compétitions, j'y vivais mal parce que j'étais trop stressée, je me laissais manger par le stress et là, maintenant, je suis plus dans un mood de, ben, OK, faut kiffer. Je suis avec l'équipe de France, c'est trop chouette et voilà. Sachant que le sport de haut niveau, ça demande quand même pas mal de sacrifices. C'est quoi le plus dur pour toi au quotidien? Bah, c'est que je sais que comment dire? Moi, je pars pas vraiment en vacances. Même, ma vie, ouais, que ce soit même ma vie sentimentale ou autre, des fois, on a envie de faire des trucs, de bouger un peu, bah, je peux pas parce que, bah, il faut que je m'entraîne. Même juste, bah, faire des trucs avec des copains. Moi, je sais que mes meilleurs amis, à chaque fois, ils me disent: «Ça te dit, on part en vacances là-bas, machin?» «Ah bah, moi, je peux pas, j'ai une compétition» ou «Je peux pas, c'est un mois avant une compétition». Enfin, faut vraiment que ça soit calculé, pile après une compétition si je veux partir en vacances, quoi. Ou alors, bah, pendant les vacances, c'est qu'il faut, bah, faut que je puisse m'entraîner, il y a tout ça et puis même, je veux dire, la nourriture. Je sais que si je pars, moi, ça m'arrive de faire des compétitions avec mes chiens et des fois, du coup, quand je pars 3 jours, ben, en fait, on va dire, je suis la chieuse du groupe qui a besoin de son poulet, qui a besoin de ses pâtes, je dois faire attention à tout ça, quoi. Je peux pas manger pendant un week-end des McDo, c'est pas possible. Donc on va dire, il y a un peu tout ça où du coup, c'est quand même pas tant normal, enfin, par rapport aux autres, quoi. Mais en vrai, j'ai pas vraiment trop de ça m'impacte pas trop parce que je sais que j'ai mon home gym, donc en fait, j'ai pas à me dire, «Est-ce que la salle est fermée? Est-ce que non?» Et j'ai le temps de route? Bah non, en fait, je l'ai pas du tout parce que je suis chez moi. Je peux m'entraîner à l'heure où je veux, donc déjà, j'ai pas ce souci-là. Mais oui, c'est surtout en fait, il y a pas de: «Oh lundi, je travaille pas, bah je vais partir là-bas». Bah non, lundi, il faut que je m'entraîne. Et tu arrives quand même à profiter ou tu es toujours dans Ouais. l'optimisation? Non, j'arrive quand même à profiter. Je sais qu'avant, après c'était aussi, bah, mon ancien coach aussi qui m'en parlait, mais avant c'était, j'avais le droit de faire aucun autre sport que la force et du coup, c'était vraiment que de la force, que de la force, que de la force
Et moi, à savoir, avant, du coup, je faisais de la muscu, je courais, je faisais du vélo en plus, du hip-hop, du cheval. Et en fait, j'ai arrêté tout ça. Et du coup, j'ai passé, ouais, bien quelques années de FA, du coup, à faire que ça. Et honnêtement, c'est bien. Mais du coup, quand la FA, ça va pas, j'ai besoin de faire autre chose. Puis, en vrai, depuis que j'ai commencé le sport, j'aime le sport, mais j'aime trop ça. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Du coup, là, je sais que depuis, là, depuis novembre ou décembre, j'ai commencé à faire de la pole dance, j'ai commencé à faire du patin à glace. J'ai demandé du coup à mon nouveau coach si je pouvais courir un petit peu. Il m'a dit oui, bon, pas trop. Mais voilà, j'ai commencé à faire de la rando, je prévois des bivouacs et tout. Là, du coup, je sais que j'essaye de faire plein de trucs. En fait, tout ce qui me plaît un peu, j'essaie de le faire. Par contre, il y a toujours avant la dernière semaine d'entraînement, on tranquille. Avant une compétition, pareil, pendant au moins un mois, tranquille aussi, parce que j'ai déjà eu le cas avant les championnats d'Europe, je me suis retrouvée en surentraînement, en fait, où je récupérais pas, j'étais toujours fatiguée, je commençais à être déprimée. Je faisais que manger et je perdais du poids tout le temps. L'entraînement, tout était super dur, alors que, en fait, nerveusement, j'arrivais pas à me mettre dedans. Et après, du coup, en ayant parlé avec le coach de l'équipe de France, j'étais clairement en surentraînement. Donc, il y a aussi ça à rentrer en jeu. Enfin, ça qui rentre en jeu dans le sens où je peux faire un peu ce que je veux, mais en fait, il faut que je fasse gaffe derrière parce que je peux m'auto-saboter à nouveau, quoi. Ouais, c'est vraiment un équilibre, on va dire, parfait à avoir au quotidien, quoi. C'est ça. C'est ça. En vrai, il y a quand même plein de trucs qui rentrent en compte. S'il y a quelque chose que tu devrais changer donc dans la force athlétique en France, ce serait quoi? On va dire un peu les mentalités des go-lifters. Enfin, par exemple, je sais que moi, il y a des salles, il y a des salles commerciales ou des types de personnes où vraiment je supporte pas. Enfin, en fait, il y en a vraiment, ils viennent de commencer, ils ont déjà le full matériel, mais c'est juste pour l'apparence, quoi, parce que c'est comme quelqu'un qui s'habillerait qu'avec des vêtements hyper classe, mais qui en fait n'a pas les moyens du tout. En fait, je trouve que il y a des personnes, ils viennent de commencer, ils sont déjà full équipés et ça va les saouler au bout de 6 mois, ils vont arrêter parce qu'ils auront pas les charges qu'ils aimeraient avoir. Ou alors c'est que tout le monde veut tout trop vite. En fait, les nouveaux athlètes, ils se disent pas que OK, forcément ça prend du temps. Il y a même des personnes qui sont au haut niveau depuis des années et qui ont pas été champions du monde depuis des années. Mais parce qu'en fait, ça prend du temps, que on se prépare pour une compétition, si elle échoue, forcément, après, il faut se repréparer et tout. Et c'est long, en fait. Il y en a qui veulent être direct champion du monde alors que ils ont commencé hier, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de ça, en fait, que vraiment, là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. C'est qu'il y a pas assez de conscientisation sur le fait que c'est un sport qui prend du temps, que le haut niveau, c'est atteignable. Mais par contre, oui, ça demande des sacrifices, les personnes ne s'en rendent pas compte. Et que des fois, il y a des personnes qui auront la capacité et d'autres non. Donc, il faut pas vouloir tout trop vite parce que sinon, ça marche pas. C'est juste ça, en fait, c'est les mentalités que j'aimerais des fois changer, Tu penses qu'il y a quand même une part de génétique pour faire ce sport? je pense. Je pense, c'est comme il y a des personnes qui sont plus propices à faire être bon dans des sprints ou être bon sur des marathons ou je sais pas, dans de l'escalade ou autre. Et je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins bons pour certaines choses. Moi, je pense que honnêtement, je suis plus forte à faire un sport de force que à courir, quoi. Quel conseil tu aimerais donner à une jeune fille, femme, qui aimerait se lancer en force athlétique? D'être bien entouré déjà, parce que vraiment l'entourage, ça fait tout. Ça aide au mental, ça aide à tout d'être suivi par un coach, au moins, parce que je trouve que c'est du temps perdu quand on le fait pas bien, tout simplement. Et surtout, de pas vouloir tout trop vite, de prendre son temps, de savoir que, OK, c'est soit, du coup, tu veux te donner à fond, mais du coup, faut te donner à fond. Mais je peux pas et te donner à fond là et faire de la merde à côté, quoi, par exemple. Je sais que, par exemple, moi, j'ai une de mes athlètes, moi, elle se reconnaîtra sûrement si elle écoute le podcast. Mais elle est comme moi, en fait, elle aimerait faire plein de trucs. Mais du coup, des fois, elle me dit, «Ouais, mais je suis super fatiguée, ça va pas, machin». Ou les entraînements, d'un coup, ils crachent tous et tout devient super dur. Parce qu'en fait, elle s'auto-sabote aussi un petit peu. En fait, elle fait plein de trucs à côté. Des fois, elle mange pas forcément bien derrière et tout. Et du coup, c'est un investissement. Enfin, si tu veux être très bon dans un truc, faut quand même un peu te donner à fond dedans, quoi. Il faut vraiment dédier un peu ta vie et ton quotidien qu'à ça. C'est ça. C'est comme un peu dans du coup, ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que du coup, il y a des trucs où forcément je suis obligée où je me limite un peu. Par exemple, il y a des amis qui me disent, «Vas-y, vendredi soir, on sort». Je peux pas trop je peux pas sortir un jeudi soir. En semaine, déjà, c'est mort. Un dimanche, impossible. Il faut que je rentre chez moi, faut que je dorme, que je sois
entre guillemets fraîche pour l'entraînement dès le lundi, quoi. Enfin, il y a un peu tout ça aussi derrière. Et du coup, bah forcément, oui, on peut pas. C'est plein de trucs à prendre en compte, quoi. Donc oui, je dirais forcément d'être suivi par un coach, d'être bien entouré, et puis de savoir si elle veut vraiment se donner à fond dans un truc ou si elle veut en faire comme ça pour le fun, quoi. Oui, il y a une grosse différence entre le loisir et le haut niveau, voire très haut niveau, ça c'est clair. Ouais. Même, je dirais juste entre loisir et compétition. Il n'y a pas forcément le même but derrière. Ok. Ouais. Ok. C'est pas mal, on a fait un peu le tour. Je vais te poser encore les petites dernières questions de fin que je pose habituellement. Pas de souci. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Ah, le blanc de poulet. Ah, t'es vraiment la génération Thibaut InShape, ça c'est clair. Ah, c'est ça. Mais c'est une source, c'est encore, non, je dirais la dinde. Parce que c'est faible en matière grasse et c'est riche en protéines. Ah oui, c'est vrai que Thibaut InShape, c'était riz d'Inde, hein, attention. Ouais, c'était la dinde. Là, c'est plus pâte d'inde, quand même. Enfin, pâte poulet, du coup. Selon toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Moi, j'en fais déjà 2. Alors, je sais pas lequel je préfère. Je dirais le squat, parce que c'est aussi mon mouvement préféré, quoi. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire, Je dirais les vitamines. ouais, tu te complémentes au quotidien? Alors, en vrai, non. Enfin, je le complémente qu'en période de compétition. Et en général, du coup, 3 mois une compétition. Donc, en fait, vu que les compétitions, ça dure sur 6 mois. Pendant 6 mois, j'en prends pas. Tout simplement parce que déjà, je trouve que le corps, il s'habitue et que si on peut l'avoir dans l'alimentation, en fait, on la prend dans l'alimentation. C'est juste que forcément, en période de compétition, vu qu'on pousse le corps, je trouve que c'est pas mal de se complémenter. Mais vraiment, ce serait les vitamines parce que je sais que je mange pas suffisamment de fruits pour en avoir, quoi. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? De s'écouter. D'écouter son corps. Quand il est fatigué, forcément, c'est qu'il a besoin de repos. Quand on a faim, des fois, c'est que tout simplement, il a besoin de plus d'énergie. Enfin, de s'écouter. On a envie de faire quelque chose, et en fait, on peut le faire, et on essaye de le faire. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? C'était une phrase que ma maman, elle me disait. Mais en gros, c'est si tu veux, tu peux, si tu peux, tu dois, et si tu dois, tu fais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Bon, sachant que t'es quand même assez jeune, mais quand t'as démarré, on va dire, le sport, la diète, tout ça, qu'est-ce que tu aurais eu peut-être besoin d'entendre de toi d'aujourd'hui, avec tout ton parcours que tu as et les connaissances que tu as acquis? Ouais, moi, je sais que j'ai fait de la merde parce que forcément, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant plus de 8 ans et que franchement, j'ai perdu du temps fou parce que je mangeais pas. Enfin, je faisais de la boulimie, je me faisais vomir jusqu'à 8 fois par jour. Donc, en vrai, je sais pas, je me dirais je pense que je me serais dit de commander. Enfin, je me serais dit, je sais pas comment dire. En tout cas, j'aurais dit à la moi d'il y a 10 ans de prendre soin d'elle. De prendre soin d'elle, moi, dans mon cas, ça aurait été de me faire suivre par une psy, plutôt, quoi. Mais même juste de prendre soin d'elle, même d'être suivie par un diète ou autre, de pas vouloir ressembler, en fait, à tout le monde. En fait, de pas ouais, je pense que non, même ce que je me serais dit, c'est que tu seras jamais comme tout le monde, donc cherche pas à leur ressembler, tout simplement. Parce que moi, là, en fait, avant, j'étais vraiment une fille, ça doit être hyper fit. Moi, je voulais faire du bodybuilding en wellness, mais du coup, je voyais beaucoup les bikinis qui étaient comme ça, quasiment à l'année. Du coup, j'étais en fait, moi, je veux être comme ça. Et en fait, déjà, je pense que morphologiquement, je pourrais jamais parce que j'ai des gros os. Donc, déjà, je suis un peu stock de base. Puis, en fait, j'ai même pas envie de leur ressembler maintenant. Je me dis donc, fais ce que t'aimes et arrête de vouloir ressembler aux autres. Oui, c'est sûr que tu as plus un physique wellness par rapport à une belle carrure qu'un bikini qui est C'est toute ça. fine. En plus, j'ai un petit buste, alors honnêtement, pour avoir une taille marquée, je peux me. Où te vois-tu dans 10 ans? En vrai, je sais pas où je me vois, mais je sais que j'aimerais, en tout cas, atteindre du vrai haut niveau, d'être vraiment dans les meilleurs. J'aimerais vraiment être dans les meilleurs. J'aimerais faire 600 de total. J'aimerais vraiment être un exemple dans le sens où je veux pas être un exemple parce que je suis forte. Je veux être un exemple parce que les personnes elles me suivent pour ma mentalité ou autre. Et même, je veux juste être. Je me vois être une bonne personne et que les personnes me fassent confiance. Je me vois coacher des athlètes qui me fassent confiance et qui deviennent trop fortes. Enfin, je me vois à peu près en vrai au même niveau. Enfin, un peu comme aujourd'hui, mais en plus évolué. Mais vraiment, je changerais pas grand chose, quoi. Tu as toujours resté authentique, quoi. C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais, c'est une bonne ligne directrice.
Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Pas vraiment. Mais en perso, je sais que pareil, c'est toujours de continuer un petit peu. J'ai quand même envie de faire. Si en vrai, en perso, j'aimerais faire le tour du Mont Blanc avec mon conjoint. Je sais pas, j'ai envie de faire des trucs où je me pousse, où je me dis aujourd'hui, est-ce que je suis capable de le faire? En vrai, je vais essayer de le faire. Donc, c'est un bivouac qui dure. Il y en a qui arrivent à le faire en 7 jours. Donc j'aimerais bien le faire en 7 jours aussi. Partir avec mes chiens, en fait, c'est juste être coupé de tout et faire autre chose. Donc, ça, j'aimerais vraiment me rapprocher de la nature, me rapprocher de tout ça. Et après, en pro, en vrai, toujours un peu pareil, mais pouvoir. Toujours dans le coaching, quoi. J'aimerais beaucoup plus me développer, avoir plus d'athlètes. Mais en même temps, je fais beaucoup de domicile qui me prend beaucoup de temps. Mais le domicile, je veux pas l'arrêter parce que j'aime trop, donc en fait, c'est un peu compliqué. Mais je sais que, par exemple, moi, j'aime beaucoup je travaille dans une association où, en gros, c'est en fait, j'interviens auprès de personnes qui aident d'autres personnes, donc des personnes aidantes, souvent, du coup, qui aident leurs conjoints ou autres qui ont l'Alzheimer ou juste qui peuvent plus bouger, quoi. Et je sais que ma grand-mère, elle est passée par là, donc ça me tient vraiment, vraiment à cœur. En fait, j'aimerais monter une asso pour ça, pour aider toutes ces personnes. Pareil, toujours parler de sport, mais c'est vraiment du sport bien-être. C'est du sport pour aller mieux, c'est manger mieux aussi pour aller mieux derrière. C'est se changer la tête, c'est vraiment autre que la FA ou des sports de force, quoi. C'est vraiment plus du soutien à la personne. Ouais, c'est un super projet, c'est cool de ta part en tout cas d'y penser et je te souhaite de réussir. Voilà, merci beaucoup. Ta prochaine compétition, c'est en juin, tu m'as dit? C'est ça, c'est les championnats du monde en juin, Open. Quelle date? C'est autour du 18, je crois, du 17 ou 18, je sais plus. Ah, ok, l'épisode il sortira juste après alors. Ok. On regardera ce que tu feras. Ça va être la panique. Et voilà, je suis un peu paniquée dans l'angoisse de est-ce que je vais reflop parce qu'il y a le jamais 203. D'ailleurs, faut pas que j'en parle trop parce que ça va me porter le Ashkouboun, mais on verra bien. Hein. Ça c'est dans la tête ça. Si t'as une bonne prépa et que tu vas confiante, y a pas de raison que ça floppe. Hein. C'est ça. Après, je vais pas parler trop vite parce que chaque fois je parle trop vite, ça marche pas. Donc on verra. Je sais que j'ai un certain total que j'aimerais faire un jour. On verra si je le fais. Écoute, on suivra ça attentivement. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Dans la force ou autre? Tout. Personne intéressante, avec un parcours sympa. Je sais que par exemple, il y a Émilie Mouchet, en plus, c'est une de mes amies. Elle est passée clairement du sport haut niveau en aviron à du sport haut niveau en force athlétique, quoi. Et là, en ce moment, elle parle un petit peu sur sa chaîne, du coup, de son Mouchet vs Mouchet, quoi. Enfin, elle vs elle par rapport à son antécédent. Et en vrai, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Dans le sens où, c'est pas forcément parce qu'on est bon quelque part et qu'en fait, forcément, des fois, il y a des trucs on n'a juste plus envie. Et en fait, au départage, je crois qu'elle avait peur un peu d'arrêter parce qu'elle savait pas si elle allait être bonne ailleurs aussi ou pas. Et au final, elle est super bonne en force. Donc, ça peut être aussi pour d'autres personnes qui ont peur de changer de sport parce qu'elles ont peur de pas pouvoir se prouver elles-mêmes qu'elles sont fortes ailleurs. Je pense que ça peut être intéressant. Écoute, c'est noté. Écoute, Andorina, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ton parcours très, très intéressant. On va suivre ce que tu vas faire au championnat du monde en juin. Et puis, tu pourras écouter le podcast, puis tu verras si tu as parlé trop vite ou pas. On verra bien. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Écoute, avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à Andorina pour sa transparence et son authenticité. Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça peut parler. Tu peux aussi mettre 5 étoiles, ça aide énormément à faire grandir le projet. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.